Il suffit de passer le pont. Bonjour à tous, il suffit de passer le pont. Nous sommes en direct de l'hôpital Necker comme chaque semaine et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Célia Briand. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Très bien, merci beaucoup. Merci de prendre ce temps pour nous parler de ce que tu fais. Tu es comédienne. Oui. Voilà, et donc tu viens, comme tous les artistes qui viennent à cette émission, pour parler un petit peu de ton métier aux enfants, aux jeunes et même aux adultes, puisque Jules vient de nous rappeler qu'il y avait 30% d'adultes, n'est-ce pas, dans l'hôpital Necker. Donc nous parler de, j'imagine, ce qui est une passion pour toi. Oui. J'espère en tout cas. Tu connais mon petit jeu de début d'émission, je t'en ai parlé, et donc c'est la minute pour parler de soi, 1 minute, montre en main pour nous dire ce que tu veux sur toi, tu as carte blanche, est-ce que tu es prête ? Oui. Eh bien, c'est parti. Ok, donc je m'appelle Célia, j'ai 30 ans. Il suffit de passer Je viens du sud-ouest de Pau. J'ai d'abord fait des études en psychologie, puisque je voulais un diplôme par sécurité avant de tenter ma chance en tant que comédienne. Donc j'ai fait des études à Toulouse. Ça m'a beaucoup plu, mais voilà, j'avais vraiment envie de tester le théâtre. Donc là, ça va faire 7 ans que je suis à Paris pour être comédienne. Ça passe très vite. J'ai fait différentes écoles, différentes formations et là je m'essaye aussi à l'écriture et à la réalisation. Je crois qu'idéalement j'aimerais vraiment écrire, réaliser, interpréter. C'est ce qui m'anime le plus, parce que je trouve que comédien quand même ça peut être dur si t'es pas initiateur de tes propres projets. Tu peux être beaucoup dans l'attente et c'est frustrant. J'ai pas envie d'attendre. Et voilà, et puis j'ai envie de faire des projets qui me tiennent à cœur, et le plus simple c'est de les faire moi-même. Magnifique, un timing excellent, 1 minute pile. Donc psychologie, Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça ? Quand j'étais ado, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'avais pensé à chanteuse, danseuse, et après journaliste et psychologue aussi. Enfin, je voulais quand c'était journaliste et psychologue, je m'étais dit que je voulais vraiment faire un métier qui ait du sens pour moi. J'avais la meilleure amie de ma mère qui était psychologue et qui me parlait de son métier en étant passionnée. Et puis je pense aussi que quand tu veux faire des études de psychologie, c'est peut-être que tu as besoin aussi de comprendre des choses de ta propre histoire. Et je trouve qu'en fait, psychologie et comédienne, ça nécessite une très bonne connaissance de l'humain et de soi-même. Donc en soi, ça se rejoint un peu, quoi. Justement, j'allais te dire, quand on se forme au théâtre, on parle beaucoup, et quand on pratique le théâtre ou le cinéma, on parle beaucoup de psychologie du personnage, qu'il faut évidemment comprendre et en tout cas étudier pour interpréter le rôle. Donc ma question c'est, est-ce que ton bagage de psychologue, ou en tout cas d'étudiante en psychologie, te sert au théâtre ? Oui, tout le monde me pose cette question, mais en fait, moi j'ai tendance à dire que pas vraiment, juste dans le sens où je suis très cérébrale, et le fait d'être très cérébrale, ça m'aide pas en tant que comédienne. Et après, je pense que ça peut aider puisque j'ai surtout une bonne connaissance par exemple de l'autisme, de la psychose, et ça m'est pas encore arrivé d'interpréter ce genre de personnage. Et puis je pense que ça peut t'aider si tu dois vraiment faire un gros travail sur un personnage, par exemple pour un long métrage ou une pièce de théâtre où tu dois incarner le personnage de A à Z, mais pour l'instant ça m'est pas véritablement arrivé. Donc, ma question aussi c'est peut-être, est-il nécessaire de se pencher de façon détaillée sur ce qu'on appelle la psychologie du personnage en théâtre ou en cinéma pour bien interpréter, parce qu'il y a vraiment des écoles différentes en fait d'interprétation. Il y a certaines qui sont plus axées sur le ressenti, sur la sensation, sur le passé émotionnel, ce genre de choses, et puis d'autres qui au contraire vont un petit peu étudier
dans la précision tous les replis de la psychologie de leur personnage. Et toi, tu serais plutôt de quel côté, s'il faut choisir un côté d'ailleurs Ouais, je pense que vraiment ça dépend de chacun. Je crois qu'il y a des comédiens qui existent et qui ont la chance d'être très instinctifs. Mais c'est comme j'avais regardé l'émission que tu as fait avec Aurore Cellier. Elle disait qu'elle avait passé un casting et tout le monde lui disait mais ça fait combien d'années que tu as fait du théâtre, et apparemment elle en avait jamais fait. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Même là j'ai lu la biographie de Matthew McConaughey qui était vraiment passionnante. Je vous la recommande si ça vous intéresse. Et pareil, oui, il avait vraiment ce truc instinctif où il avait besoin quand même de comprendre la ligne de son personnage, mais il pouvait se raconter en 5 minutes quelque chose et c'était suffisant pour lui juste un peu de savoir l'objectif de son personnage. Et voilà, donc il y a ce genre de personnes qui très facilement vont réussir je sais pas, à se connecter aux émotions qu'il faut pour jouer leur personnage. Et il y a d'autres personnes qui, oui, ont besoin de peut-être... beaucoup de connaître dans tous les détails leur personnage. Moi je crois que je suis pas instinctive, donc j'ai besoin de vraiment de me raconter en détail ce qui a pu se passer il me semble avant pour mon personnage. Il me semble que ce qui est compliqué, c'est une fois qu'on a justement analysé tout ça, c'est de transformer ça en jeu, parce que on peut connaître tout ce qu'on veut sur le personnage et l'avoir effectivement analysé de façon très cérébrale. Ensuite, ce que voient les spectateurs à l'écran, ils ne voient pas tout ça. Et donc il faut le transformer en concret, en jeu concret. Et peut-être que c'est ça qui est compliqué, en fait. Et certains, effectivement, le font de façon instinctive et d'autres ont besoin de... en tout cas mettre peut-être plus de temps, ou ont besoin de voilà, je viens de faire tomber mon téléphone, c'est bien, ont besoin de justement passer par cette étape cérébrale avant de se connecter, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est difficile si t'as trop intellectualisé. Il faut par contre apparemment une fois que t'es sur scène tout oublier, quoi. Donc c'est peut-être ce switch qui des fois peut être compliqué. Après par exemple j'entendais Virginie Efira qui marche très bien au cinéma en ce moment pour son film, le film qu'elle a fait, Madeleine Collins, où je la trouve vraiment remarquable. Oui, il y a eu il y a une très grosse préparation derrière, parce que j'étais à l'avant-première où j'entendais le réalisateur parler, et voilà, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Elle savait très bien ce qu'elle devait interpréter. Il y avait une grosse préparation émotionnelle avant de passer sur scène. Tu disais tout à l'heure que tu étais cérébrale et que ça t'aidait pas pour justement ton travail de comédienne. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Pourquoi? Parce que des fois j'ai du mal à lâcher prise et à me connecter tout simplement à mes émotions. Alors comment dire, pour moi c'est un travail qui n'est pas encore abouti, mais j'ai mis des années, j'ai mis du temps à... Par exemple, juste pleurer sur scène, c'était pour moi impensable, parce qu'avant même, chez moi, on me disait pense à un truc triste, tu verras, t'arriveras à pleurer, j'y arrivais même pas. Donc j'ai fait un stage avec Jack Waltzer qui m'a un peu révolutionné, mais je voyais, des fois on faisait des préparations émotionnelles, on appelle ça comme ça, donc c'est basé sur la méthode de l'acteur studio, et chacun pouvait avoir des émotions différentes à travailler, donc... le rire, les pleurs, le dégoût et tout. Et je voyais... par exemple, si c'était les pleurs, t'avais des nanas en un claquement de doigts, elles pouvaient pleurer toutes les larmes de leur corps. Et moi, je les regardais, il me fallait au moins 45 minutes. Et encore, la première fois que j'ai réussi, au bout de... Non, j'exagère, mais vraiment, je pense une demi-heure à pleurer. J'ai pas compris. Je pense, à force de fatiguer, à essayer de penser à quelque chose qui pouvait me toucher, ça a enfin lâché. Et je veux dire, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi, vu que je suis quelqu'un qui a grandi en se faisant une carapace et en s'anesthésiant émotionnellement. Donc c'est en ce sens où je dis que je suis pas instinctive et que je suis trop dans la tête et peut-être trop sur le résultat. Et c'est vraiment ce que j'ai appris là, c'est qu'il faut pas être sur le résultat, il faut juste être dans l'instant et juste se connecter à quelque chose. T'es pas obligé de te servir de choses qui t'ont fait du mal, tu peux te servir de ton imaginaire. Mais faut pas être sur le résultat, il faut juste se laisser faire, quoi. Voilà. J'ai même l'impression qu'il vaut mieux se servir plutôt de son imaginaire que de son vécu, parce que il me semble que c'est dangereux à plusieurs égards. D'abord parce que ça peut bousculer des choses. Il faut que ça reste. J'ai l'impression, moi, qu'il faut que ça reste sain quand même, le travail de comédien ou de comédienne. Et puis ensuite, c'est compliqué de contrôler
le vécu. C'est-à-dire que se mettre à pleurer, c'est une chose, mais si à un moment donné, tu dois t'arrêter de pleurer sur scène et que tu n'arrives plus, parce que c'est justement du vécu et que ça t'a mis dans un état tel que tu n'arrives plus à contrôler cet état, il me semble que l'imaginaire est plus simple, parce que du coup, l'imaginaire, on peut juste se dire, bon, bah, c'est faux, ce n'est pas vrai, donc du coup, j'arrête plus facilement. Mais bon, c'est peut-être... Ouais, ça dépend vraiment de chacun. Nous, c'est ce qu'on apprenait en formation, c'est ça, c'est réussir à se connecter, mais aussi réussir à couper. Et... Bon, il y en a qui disent que c'est juste une question de volonté, mais je pense que chacun a sa sensibilité, il faut y aller doucement. Et il y en a peut-être pour qui ça peut être dangereux. Ouais. Tu peux nous décrire une séance justement de préparation émotionnelle que tu faisais dans le cadre de... De préparation ouais, bah, par exemple... Comment ça se passe ? Ah, comment ça se passe ? En tout cas, avec Jack, ce qui était chouette. Donc déjà, le plus important pour un acteur, c'est d'être vraiment totalement détendu. Donc ça paraît tout bête, et on me l'avait déjà dit avant, mais j'en avais pas percuté l'importance avant de faire ce stage, par exemple. Donc on va commencer par se relaxer, et une fois qu'on est détendu, bon là c'est dans le cadre de ce stage-là, mais fallait qu'on regarde droit devant nous, et qu'on s'imagine qu'il y avait une caméra face à nous, et là on devait commencer à faire notre préparation émotionnelle. Donc après chacun va se raconter ce qu'il veut, mais ce qui était très drôle et c'est pour ça que j'en ai fait un court-métrage d'ailleurs. Ce qui était drôle pendant ce stage, c'est que chacun, enfin pas chacun, mais t'avais différents stades au sein du même groupe. Donc il y en a, c'était leur 5e stage, donc ils avaient d'autres choses à bosser, mais donc t'en avais, ils bossaient, je sais pas, par exemple, ils devaient s'imaginer qu'ils étaient ligotés, qu'ils étaient en train de se faire agresser, donc ils étaient dans un état en train de hurler. À côté, t'en as d'autres qui vont en train de faire le dégoût, ou d'autres la joie, et d'autres les pleurs, et juste d'essayer de se concentrer. Enfin, moi j'ai des problèmes de concentration. Quand t'as tout ça à côté de toi, c'était compliqué. Juste après, tu vas dans tes souvenirs, et c'est ça en fait, t'es censé tellement te connaître par cœur que t'essayes quelque chose qui a déjà marché, quelque chose... Enfin, si tu sais que ça t'a déjà touché, tu te sers de ça. Si ça marche pas, t'essayes autre chose, et t'explores en fait, et c'est vraiment un travail d'exploration. Donc là, c'est vraiment sur ton passé, quoi, sur ta vie. Non, pas forcément. Où tu t'imagines une histoire. Soit tu te sers de ton vécu, soit tu t'imagines quelque chose. D'accord. Ouais. Et voilà. Et après, l'idéal, c'est d'y arriver en un claquement de doigts, quoi. Mais ça, il faut beaucoup, beaucoup d'expérience. Et pour toi, c'était plus difficile de pleurer que de rire ? Non, le rire aussi. Apparemment, c'est ce que tous les profs nous ont dit. Et je pense que c'est vrai. Le fou rire, c'est encore plus dur que les larmes, en fait. Un vrai fou rire. Et je crois qu'un vrai fou rire, même chez moi en m'entraînant, ça m'est arrivé 2 fois, mais genre c'est très très dur. C'est encore ça, c'est un sacré challenge. Tes voisins devaient être contents ? Non, ça va. Même quand je rigole, j'ai pas un rire très fort. C'est vrai qu'on dit souvent ça, que le rire est beaucoup plus compliqué que les larmes. Ouais, mais je confirme. Tout comme faire rire est plus compliqué que faire pleurer, en fait. Ouais, ça, je pense que la comédie, ça nécessite un certain rythme. Après, je pense que les deux sont durs, parce que des fois, un acteur peut avoir les larmes, et pour autant, il va pas toucher le public. Ça, je crois que c'est... Enfin, déjà, moi, je suis convaincue qu'il faut être véritablement touché soi-même pour pouvoir toucher les autres. Et après, je sais pas, il y a des acteurs qui... Peut-être qui ont plus de facilité dramatique que d'autres. Mais ouais, faire rire, c'est vrai que, en tout cas, c'est ce qu'on entend dire, c'est encore plus dur, mais j'ai pas assez fait de comédie pour confirmer. Mais on voit plus souvent justement des comédiens ou des comédiennes qui sont un peu spécialisés dans l'humour, faire des rôles tragiques, que l'inverse. C'est beaucoup plus rare de voir un acteur tragique faire une comédie et le faire avec succès. Ça arrive, mais c'est plus rare, je trouve. Donc je pense que ça veut dire... Ça nous instruit quand même un peu sur ça, sur le fait que faire rire, il me semble beaucoup plus compliqué que de faire pleurer. Ouais, après je pense que, tu vois, quand tu vois Dujardin ou Omar Sy, c'est aussi en fonction de ta personnalité, ce que tu dégages. On va chacun avoir plus de facilité peut-être dans un des deux, quoi. Ah ouais. Donc tu as fait plus de cinéma que de théâtre ? Ça m'est arrivé qu'une fois de jouer au théâtre, et moi pour l'instant en fait j'ai beaucoup travaillé en pub, donc ça
C'était chouette après pour me financer genre mes propres courts-métrages et pour l'intermittence quoi. Mais après j'ai surtout fait des courts-métrages. Mais sinon j'ai pas encore eu de grands rôles au cinéma ou à la télé quoi. Là j'avais une réplique dans Les Illusions perdues qui a reçu plein de César, mais j'ai été coupée au montage. Sûrement grâce à ta réplique. Ah non, d'accord. Non, c'était une partie improvisée du scénario, donc je savais que ça pouvait être coupé, mais c'est juste frustrant quand tu vois le nombre de César qu'ils ont eu. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a dirigé vers l'écriture ? Parce que tu dis que tu veux te diriger vers l'écriture, vers le scénario, vers la réalisation, j'imagine. Ouais. Pourquoi ? Ça rejoint le fait que j'ai toujours voulu faire un métier qui a du sens pour moi, et je trouve que oui, par le cinéma ou par le théâtre, enfin ou par l'art, on peut transmettre des messages forts, et je trouve ça important. Enfin moi par exemple, justement quand j'étais en psychologie, un des films qui m'a beaucoup marqué, c'est Police de Mai Wen, et c'est vraiment le genre de film que j'aimerais faire et que je trouve percutant et important. Et qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ? Déjà ce qui m'a fait me mettre à la réalisation, c'était le Nikon Festival, de voir des comédiennes que je pouvais croiser des fois en casting, de voir qu'elles avaient pu réaliser leur petit film. Sur le coup, j'étais waouh et tout, et donc ça m'a donné envie de le faire. Et après, il y avait je sais plus exactement comment ça s'est fait, quoi. Mais je me rappelle d'un cas que j'ai eu en tant que psychologue, et vraiment, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire un scénario. Et ça fait 3 ans que ce projet-là en question traîne, mais ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler. Et justement qui n'est pas connu du grand public, donc je trouve que par le cinéma ça peut être une façon. Tu as fait un court-métrage dans le cadre du Nikon Festival, justement. Comment ça s'appelait ? Là le court-métrage il s'appelle Fini les promesses. Ouais. Donc là je suis très contente parce qu'il y avait 1600 films et il fait partie des 50 finalistes. Et voilà, donc il y aura la remise des prix le 22 avril. Je suis contente. On peut le voir oui. Ouais. Et vous pouvez voter encore pendant 7 jours. On va mettre le lien. Fini les promesses. Ouais. Fini les promesses. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Le thème, c'était. Le thème du festival, c'était quoi ? Le thème du festival, c'était le rêve. Ouais. Et là, j'ai voulu parler des violences conjugales, mais du point de vue de l'enfant. Je voulais parler du sentiment d'impuissance qu'on pouvait avoir quand on a quelqu'un de notre famille ou un parent qui est sous l'emprise de quelqu'un ou dans une relation violente. Et donc j'ai décidé d'en faire un court-métrage. Voilà. C'est issu de ma propre histoire, mais je trouve ça bien aussi de se servir des fois de ces blessures ou des choses comme ça pour les extérioriser. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression que pour toi, le cinéma, la création du coup, plus largement, a un rôle social en fait aussi. Ou en tout cas de prise de conscience ou de montrer aux gens justement pour qu'il y ait une prise de conscience. Dénoncer. Par exemple, le sujet sur lequel j'ai envie de faire un court-métrage, un autre court-métrage et qui s'inspire d'une situation que j'ai eue en tant que psy. Voilà, c'est quelque chose qui m'a... Sur le coup, j'étais vraiment choquée et voilà, et je trouvais important juste d'en parler. Donc en fait, c'était... c'est pas très joyeux, mais j'avais le cas d'un inceste. En fait, je travaillais dans une association de soutien à la parentalité et j'ai une mère qui vient me voir pour me dire que son propre père a violé sa petite fille de 5 ans et qu'il avait fait juste 1 an de prison. Donc je comprenais pas trop comment c'était possible. En plus, le viol avait été attesté par l'hôpital. Et à côté de ça, j'intervenais en prison pour les pères détenus. Et ça peut paraître très cliché, mais il y avait quasiment que des Noirs et des Arabes qui étaient là pour 5 à 10 ans de prison pour alcool au volant ou trafic de papier ou trafic de stupéfiants. Et tu vois, entre il y avait un déséquilibre. Trafic de papier, taper 8 ans parce que t'es récidiviste, et un grand-père qui viole sa petite fille qui fait juste 1 an de prison. Je me dis mais comment c'est possible ? Et en fait ça s'appelle la correctionnalisation. C'est que les cours d'assises c'est ce qui juge les crimes, et y compris les viols, et c'est tellement saturé que très souvent on va proposer aux victimes par exemple de viols de passer par le tribunal correctionnel, sauf qu'on leur explique pas bien les conséquences en fait. Et donc là par exemple cette mère a accepté pour sa fille de passer dans un tribunal correctionnel. Donc déjà le grand-père il a fait même pas 1 an de prison, après il continue à rôder autour de chez elle,
Et la gamine, quand elle sera adulte, si un jour elle a envie d'avoir vraiment justice ou de, je sais pas, reporter plainte contre son grand-père, ça sera impossible vu que une affaire, elle peut jamais être jugée 2 fois. Et pour ce genre de mec, du coup, le mec, le grand-père, s'il récidive, il sera jamais considéré comme récidiviste. Et t'as plein de cas comme ça où en fait, déjà sur le dossier, il est écrit juste attouchement au lieu de viol, et c'est comme si tu minimisais la souffrance de la personne et que tu la reconnaissais pas victime pour ce qu'elle a vraiment vécu. Et ça, d'un point de vue psychologique, pour la reconstruction, c'est mauvais. Donc, en tout cas, s'il a accepté de passer par un tribunal correctionnel, il faut que ça soit fait si c'est en toute connaissance de cause. Voilà, donc c'est ce genre de projet qui m'anime, ou de sujet dont j'ai envie de parler. Pour dénoncer un peu tout ça. Ouais. D'accord. Ouais. Effectivement, c'est nécessaire, je pense. Je trouve que l'art, la création artistique doit aussi servir à ça. Ouais, réveiller les consciences. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on peut juste parler, on revient un peu en arrière, mais un tout petit peu du parcours que tu as eu dans ta formation théâtrale, les différentes écoles que tu as pu faire ou que tu as envie de faire encore voilà. J'ai commencé par une école qui s'appelle Les Enfants Terribles. J'ai fait 2 ans là-bas. On avait plein de profs différents, donc ça c'était chouette, mais en fait en sortant de cette école, j'avais l'impression de ne pas avoir véritablement de méthode. Donc après j'ai voulu commencer à me lancer, à travailler, mais c'est vrai que je me suis rendu compte j'avais l'impression qu'il me manquait encore je sais pas comment on dit, j'ai un trou des compétences, quoi. De l'expérience. Ouais, parce que justement, je voyais sur des courts-métrages, je gérais mal mon stress. Et voilà, donc j'ai voulu retourner en formation. Donc là, j'ai fait les 2 stages avec Jack Waltzer, qui était vraiment, qui pour moi m'ont vraiment apporté. Et où vraiment j'ai appris très petit à petit, on va dire, à me connecter à mes émotions. Et après, tu me disais sur mon parcours, la pub, ça s'est fait progressivement, mais dès le début, j'ai décroché des projets. Sur le coup, j'étais contente quand même. Ouais. C'était chouette. Et là, j'ai fait quasiment 3 ans au laboratoire de l'acteur. Voilà. Donc là, les formations, c'est bon, j'en ai fait. Et en écriture de scénario, j'aimerais bien savoir comment tu abordes ça, comment tu as appris ça, ou est-ce que ça s'apprend aussi sur le tas, ou voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu de ça aussi. J'ai fait aucune formation, c'est peut-être pour ça que ça n'a jamais marché, parce que pour le projet sur la correction, pour dénoncer la correctionnalisation, j'avais tenté 2 fois le CNC, je ne l'ai pas eu, même si j'avais des bons retours sur des gens du milieu qui sont scénaristes et qui travaillent très bien dans le milieu, mais je pense que c'était peut-être pas assez fignolé. Et là, pour mon court-métrage qui pour moi est en train de fonctionner, je suis passée par une script doctor qui s'appelle Gila Braoudé, et voilà, elle m'a aidée à remanier là pour le tout petit court-métrage, donc c'est 2 minutes 20, donc le scénario ça faisait 2 pages. Elle m'a juste donné 2-3 tips pour remanier, mais par contre sur mon autre projet de scénario, là ça fait plus une 20aine de pages, et rien que 20 pages ça prend du temps déjà, mais voilà, elle m'aide à, je sais pas comment dire, à bien cerner mes objectifs, et je sais pas exactement comment elle fait, mais elle me donne des conseils et je sens que ça m'éclaire vraiment. Et idéalement pas tout de suite, mais j'aimerais beaucoup faire des stages en écriture et aussi en réalisation. Je pense que ça s'apprend, quelqu'un qui a jamais eu de formation, je sais pas, faut être très doué pour que ça puisse marcher tout de suite, mais c'est bien d'avoir quelques... C'est vrai qu'il faut préciser ce que c'est un script doctor pour les enfants là, qui nous écoutent. C'est une coach en écriture spécialisée dans les scénarios, je crois. Ouais, je dirais ça comme ça. C'est ça. Le script, c'est effectivement le scénario. Et oui, le nom est un peu rigolo, je trouve. Le docteur de scénario, en fait, c'est un petit peu ça. Et qui relie pour essayer de resserrer les choses, de voir les points faibles du scénario, parce que c'est vrai que c'est comment dire, c'est un format
très particulier, je trouve, le scénario, l'écriture de scénario. Ouais, c'est ça. En plus, déjà, rien qu'un scénario, en fait, ce n'est qu'un outil, en réalité. C'est pas une chose qui se lit, en fait. C'est vraiment l'outil pour réaliser le film ensuite. Et donc, c'est primordial. Ouais. Aussi, je trouve. Donc... Et donc, faut que ce soit complètement, enfin, très très efficace, en fait. Voilà, c'est ça. Puis il y a une telle concurrence que ça, je l'ai pas encore bien travaillé, mais voilà, t'as même plein de concours pour juste un synopsis ou un pitch. Ouais. et rien que ça, même si c'est hyper court, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, quoi. Donc le script doctor peut aider en ça aussi, il me semble. Ouais. Mais ouais, c'est... Voilà, on est tellement à vouloir faire ça que les productions reçoivent tellement de scénarios que c'est très important que juste le synopsis, donc le petit résumé du scénario, soit le plus percutant possible pour qu'on ait une chance déjà qu'on lise le scénario. Et après, il faut que ça soit hyper bien construit, que le message soit fort, il me semble, pour avoir une chance d'être produit ou d'avoir des aides pour réaliser son projet, quoi. Ouais. Et toi, tu souhaites te diriger vers le long métrage aussi, j'imagine. Ouais. Là, le petit court-métrage que j'ai fait, Fini les promesses, j'avoue que j'aimerais bien faire un long, mais... ouais, j'aimerais beaucoup, mais c'est juste ça remue pas mal aussi d'écrire quand tu te sers de choses un peu personnelles. Donc je sais pas si ça sera tout de suite, mais ouais, idéalement, un jour, je pense que j'aimerais bien faire un long... Ouais, là, je fais un peu au jour le jour, on verra, mais... Tu peux nous parler de tes goûts en matière de cinéma ? Comme je t'ai dit tout à l'heure, par exemple, Maïwenn, je crois que oui, même Mon Roi, j'avais beaucoup aimé. C'est ça, moi, faut vraiment... Le scénario est très important, enfin, tout ce qui va être blockbuster, américain, film fantastique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'adore les films sociaux. Là, je viens de voir Goliath avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet, allez le voir, là, ça dénonce un pesticide et les maladies que les gens ont pu avoir à cause de ce pesticide, et c'est vraiment très très fort. Après, je sais pas comment ouais, là comme ça, je sais plus exactement, mais ouais, tous les films un peu sociaux. S'il y avait un film, vraiment toute époque confondue, tout genre confondu, que tu voudrais conseiller aux enfants qui sont là dans leur chambre, aux jeunes, aux enfants ou aux ados, on va dire, qui connaissent pas bien le cinéma et qui aimeraient voir un film que toi tu considérais comme incontournable de toute l'histoire du cinéma. Ah non, c'est trop dur. Mais peut-être... Oui, c'est vrai que ça vient jamais tout de suite, ce genre de mais j'ai dit Police tout à l'heure, mais c'est peut-être pas le film le plus joyeux. Non, c'est vrai que c'est pas obligé j'aime bien parce d'être que j'avais travaillé à la protection de l'enfance aussi, et du coup ça me parlait. Là, je sais pas quand est-ce que ça sortira en streaming, mais par exemple, j'adore les films de Clapiche aussi. Là, cette semaine, j'ai vu le dernier Clapiche, Encore, et donc Encore, sur la danse. C'est vraiment, quand tu vois ce genre de film, tu sors de là, ça fait du bien, quoi. Si tu devais nous en donner le pitch, justement, dirais quoi? Une danseuse à l'Opéra de Paris qui se blesse et qui du coup doit rebondir et qui arrive à rebondir. Ça donne envie. Ouais. Ça donne envie de le voir. Effectivement, oui, le dernier Clapiche, je ne l'ai pas vu, et ça fait partie c'est sur ma liste. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du temps, et j'ai eu du temps la semaine dernière, donc j'ai fait... Voilà. Alors, plein de cinéma. Ouais, et là, en projet, donc, si tu nous parles un petit peu de l'avenir proche, qu'est-ce qu'il y a sur ton établi là, du coup, il y a donc mon court-métrage Fini les promesses qui va être projeté dans plusieurs cinémas. Donc, je vais aller aux projections. Donc, il y a au CGR Les Lilas et au Grand Rex. Donc là, c'est un peu ça. C'est l'attente des résultats, on va dire, parce que je pense que ça peut être un sacré tremplin, le Nikon Festival. Tu as les dates du Grand Rex ou des projections déjà? Ouais, le 8 avril au CGR Les Lilas. Le 14 avril, il me semble que c'est au Grand Rex. Et à chaque fois, c'est 20h. Et le 22 avril, au Grand Rex aussi.
Voilà. Et là, j'avais vraiment... j'ai eu une période un peu compliquée, donc là, j'avais besoin vraiment de temps pour moi. Mais après, on va dire, le mois prochain, je vais me remettre à écrire, je pense. Mais là, non, c'est juste... je cherche à faire des cachets, donc figuration, casting pub... voilà. Te remettre à écrire sur le projet que tu as en tête. Le projet sur la correctionnalisation, je pense, oui. Ouais. Faut que je le termine. Ouais. C'est vrai Je suis presque au bout, mais c'est très dur en fait. Quand c'est de la réécriture, c'est le plus dur en fait. Ah, donc il est déjà bien avancé en fait. Ouais, je l'avais proposé 2 fois au CNC, il a énormément changé, mais là je suis presque au bout. Il faut encore, faut encore le changer. Mais, ouais. Bon, en tout cas, je vois le temps qui passe toujours trop vite, évidemment. Mais on va mettre en lien un lien vers ton court-métrage pour le Nikon Festival. Ok, c'est adorable. Voilà, pour que si vous voulez voter, apparemment il est encore temps de le faire. Oui, jusqu'au 10 avril. Jusqu'au 10 avril, donc on va mettre ça en lien dans la description de la vidéo. Je voulais te remercier d'avoir pris ce temps. Et j'espère que les enfants qui sont là, vous avez apprécié de découvrir Célia Briand. Je crois que tu as un site internet aussi Non, pas. J'ai cru voir ton site. Ouais, mais c'est un site, c'est les books, c'est pour postuler. Mais... Ah, d'accord. Ouais. Bon, on mettra quand même le lien parce que. Voilà. Le Instagram, j'en sais rien. Très bien. Et puis, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.